Précédemment, dans Cartel Nord. Il faut essayer de recouper ce qu'on sait des uns et des autres, savoir si lui, il a un rôle plus important qu'on imaginait. En fait, le but, c'est d'arriver à dessiner vraiment une structure, un squelette du trafic pour, à un moment donné, le démanteler de la tête aux pieds. On va interpeller, on va proposer au magistrat instructeur une opération d'interpellation. On joue trop avec le feu, on tient pas. Effectivement, on a pris des coups de chaud, on a un mec qui a failli se faire tuer, il faut y aller. 17 juin 2013, l'opération Château de la police judiciaire permet l'interpellation de 23 personnes, la saisie de plusieurs kilos de cannabis, des armes et des feuilles de compte. Une opération couronnée de succès qui marque la fin de l'investigation policière. S'ouvre alors une nouvelle phase d'enquête. La dernière, c'est celle de l'information judiciaire. Une enquête menée par une juge d'instruction pour recoller les dernières pièces du puzzle de l'enquête sur le réseau de la Tourka. Une ultime étape loin d'être évidente, la juge fait face à l'omerta des trafiquants, mais pour les coincer, elle a une botte secrète, un document clé, les centaines de feuilles de compte qui détaillent l'organisation du trafic. Bienvenue dans la 3e saison de Cartel Nord, plongée dans les coulisses d'une enquête de police sans précédent. Un podcast original, La Provence. Épisode 6, une juge face au réseau de la Tourka. 17 juin 2013, depuis 6h du matin, les perquisitions et interpellations des principaux membres présumés du réseau de la Tourka s'enchaînent à la Castellane. À la mi-journée, cette opération de police, baptisée Opération Château, est un succès. 23 personnes, dont la principale tête de réseau, sont arrêtées puis emmenées dans les bureaux de la police judiciaire. Alors, la journée à l'avance, déjà, je vous dis, tant que toutes les opérations d'interpellation de perquisition, on est quasiment sur 11h midi. On reste encore un peu dans la cité. Et quasiment en début d'après-midi, ou dans l'après-midi, on lève le site. Le commissaire divisionnaire Sébastien Lothar est chef de la division stupéfiants de la police judiciaire de Marseille. On lève le site, on n'a plus besoin, on a des investigations à faire au bureau, c'est-à-dire commencer à entendre les gens, à faire les auditions, à faire les premières investigations. Donc on laisse finir la CRS sur place pour finir son temps de vacation. Et ensuite, nous, on réintègre nos locaux pour commencer le temps d'enquête, parce qu'il y a le temps de l'enquête préparatoire à l'opération, et ensuite le temps des investigations avec les auditions et éventuellement les confrontations. Dans les bureaux de la police judiciaire, les gardés à vue défilent devant les enquêteurs. Et malgré des interrogatoires poussés, ils ne lâchent rien sur leur rôle dans le trafic. La preuve dans cette retranscription d'une audition du 17 juin 2013. Vous avez été interpellé ce matin dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. Expliquez-vous sur cela. Je n'ai pas d'explication à vous donner, je n'ai rien à voir avec ça. Pourquoi avoir voulu fuir par la fenêtre ce matin lorsque les policiers se sont présentés derrière votre porte et ont crié police ? J'ai eu peur, il n'y a que des barjots. Pourquoi avoir peur d'être braqué puisque vous n'êtes lié ni de près ni de loin à ce trafic de stupéfiants ? J'ai entendu police et j'ai paniqué. Quel est votre quotidien ? Je ne sors pas beaucoup, juste histoire de m'aérer un peu et de faire de l'argent. Et comment faites-vous de l'argent ? En flambant, j'utilise mes revenus pour jouer. Je joue aux cartes, au loto sportif, et c'est comme ça que je gagne ma vie. Et qui vous donne de l'argent, en dehors de vos gains ? La famille, un peu les cousins, un peu tout le monde. Vous êtes issu d'une famille de riches ? Non, je suis issu d'une grande famille, mais pas de riches. Lors de la perquisition à votre domicile, il a été trouvé 8 000 €. Comment expliquez-vous la présence de cette grosse somme d'argent alors que vous n'avez aucun revenu ? J'avais un peu d'argent, j'avais un peu d'économie, et j'ai flambé avec. Il y avait 2 liasses. De combien était chacune d'elles ? Une de 5 000 et l'autre de 2 000. Et pourquoi ranger cet argent comme le font les trafiquants, par liasse, avec un billet qui relie les autres ? Ça me permet de moins dépenser, ça me permet de rester modeste. Donc, en résumé, vous nous dites que vous avez mis de l'argent de côté depuis 1 an, environ la somme de 8 000 €. Vous payez le loyer plus de 400 €, donc depuis 1 an, vous gagnez par mois environ 1 500 € en moyenne. Continuez-vous à prétendre que c'est de l'argent de votre famille et l'argent de vos différents jeux ? C'est plus le gain de mes jeux que l'argent de ma famille. Avez-vous autre chose à ajouter ? Rien. À l'image de cette garde à vue, tous les membres supposés du réseau de la Tourka nient leur implication. Du patron aux nourrices, en passant par les lieutenants et les gérants, c'est l'omerta, comme le révèle la juge d'instruction Karine Sabourin.
En garde à vue, moi je suis très désappointée, parce qu'en garde à vue, tout le monde conteste tout. Nordine Achouri, rien du tout. Boudère, rien du tout. Les nourrices, elles sont innocentes, elles n'ont pas vu qui, quoi, etc. Les logisticiens, les gérants des points de vente, ils savent pas. Ces 4 jours de garde à vue n'apporteront donc aucun élément nouveau à la juge d'instruction, mais pour elle, ce n'est pas une surprise. Elle s'en doute, elle le sait, la partie est loin d'être gagnée. Avec l'instruction dont elle est en charge, un nouveau temps judiciaire, plus long, plus pointu, s'ouvre alors. L'information judiciaire, ça va être vraiment la période primordiale pour arriver à accumuler des preuves. C'est une période où, où la juge d'instruction et donc les policiers, les enquêteurs de la PJ ont des pouvoirs bien supérieurs. Romain Capdepont est journaliste à la Provence, chef adjoint du service reportage. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'accumuler un maximum d'indices pour arriver à démontrer une culpabilité, ou en tout cas arriver à des mises en examen à la fin avec des indices graves et concordants. On finit par recomposer un puzzle, un organigramme, et on arrive, si tout va bien, à prouver qui dirige, qui est en dessous, en deuxième position, en gérant au quotidien, qui est le ravitailleur, qui est celui qui s'occupe des basses œuvres, qui s'occupe aussi des finances, de récolter l'argent, de le cacher, qui s'occupe des nourrices. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment d'arriver à décortiquer le réseau, de faire un vrai organigramme pour que chacun, au bout d'un moment, soit face à ses responsabilités à la barre d'un tribunal. Que tout ça débouche sur un procès. Et donc, parce que c'est évidemment le but de toute cette manœuvre. Dans cette ultime étape de l'enquête, la juge d'instruction peut donc s'appuyer sur de nouveaux éléments par rapport à l'enquête policière. J'ai les éléments supplémentaires suivants que n'avaient pas les enquêteurs pendant la garde à vue. J'ai les objets saisis en perquisition que les enquêteurs avaient déjà, mais j'ai les empreintes digitales et génétiques sur les objets. Donc quand on trouve les empreintes de tel logisticien sur tel et tel ballot de stupéfiants, et moi je peux exploiter ça en interrogatoire. Monsieur, vous n'êtes pas dans le trafic, mais vos paluches, là, votre ADN, on le trouve là-dedans. Vous avez une arme chez vous. Donc, si vous voulez, moi, pendant l'instruction, je déroule la nature des objets saisis, armes, stup, argent. Je déroule vos empreintes. Elles sont, alors pas sur les armes, on n'a pas trouvé d'empreintes, je crois. Enfin, on a trouvé les armes chez un tel, qu'est-ce que vous faites avec ça? L'argent chez un tel, ou les stupes chez un tel. Et puis, vos paluches, monsieur, vous aviez rien chez vous, mais vos paluches, elles sont sur tel scellé, sur tel ballot de stupéfiants qui n'est pas encore conditionné. Qu'est-ce qu'elles font là? Grâce à ces nouveaux éléments, la juge peut donc commencer à en relier certains directement au réseau de la Tourca. Mais dans ce puzzle en construction, Karine Sabourin bénéficie d'un atout considérable, un élément clé qui va bouleverser l'enquête judiciaire. Un atout inattendu, imprévu, car au cours des perquisitions du 17 juin 2013, les policiers ont mis la main sur près de 800 feuilles de compte qui détaillent avec précision toute l'organisation du trafic. C'était fabuleux, cette comptabilité. Cette comptabilité, elle nous surprend parce qu'elle est bien tenue, elle est détaillée, elle nous éclaire sur la bonne organisation du trafic avec les noms qui reviennent, qui sont pas trop changeants, donc il n'y a pas de turnover. Puis c'est des gars de la cité. Et puis sur l'organisation, la hiérarchie, parce que plus ils touchent fort, plus ils sont hauts. Et la comptabilité est en concordance avec les écoutes téléphoniques et les ordres qui sont distribués. Ceux qui touchent beaucoup distribuent des ordres. Donc tout ça, c'était très cohérent. Ça a été une mine d'or en exploitation. Alors d'une part, l'exploitation après technique, puisqu'il y a eu pas mal aussi d'exploitation par rapport aux empreintes que certains avaient laissées dessus, mais également en termes d'analyse. On a eu des collègues de Paris qui sont descendus pour récupérer ces comptes, les copies des comptes, et qui ont même fait travailler des experts comptables. Il y a eu des experts comptables qui ont récupéré et qui ont fait une analyse financière de savoir comment fonctionner, comment travailler. Ils ont été bluffés sur l'organisation même, tout ce qui était défalqué également aux différents membres. Ils défalquaient tout, hein. Le mec, il défalquait, par exemple, quand il fallait donner un kebab au guetteur, c'était défalqué. Il y avait des mandats, c'est-à-dire ceux qui étaient tombés avant de l'opération et qui étaient en prison, il y avait les mandats pour les nourrir en prison, pour pas qu'ils parlent également, mais pour pas les oublier. Enfin, on voyait tout ce qui était prévu en termes d'approvisionnement aussi, en termes de stupes. Enfin, c'était une vraie analyse d'experts. Présentées sous forme de tableaux manuscrits, ces feuilles de compte listent toutes les entrées et sorties d'argent pour faire fonctionner le réseau,
de l'achat de la simple canette de coca à la réception de sacs remplis de centaines de kilos de cannabis. Des informations clés qui permettent de recouper celles obtenues par les policiers durant leur enquête. On a pu trouver donc des gars qui étaient bien placés dans les écoutes téléphoniques pour être un peu à la tête de l'organisation. Dans les comptes, ils étaient associés. Mais il y en avait un qui était surnommé R, qui disait non, mais moi je fais pas partie du trafic. On n'avait pas saisi grand-chose. Sauf que le R, tout le monde l'appelait comme ça. Et dans les comptes, il était associé à plusieurs sommes qui représentaient 30 000 euros. Donc mon gars, t'es dans la comptabilité, t'es dans le trafic. On avait Boudère, c'est le lieutenant du premier, qui nous dit non, mais moi, je suis pas dans le trafic, etc. J'ai rien à voir. Je vois beaucoup de monde. Bon, ok. Simplement, dans les comptes, le Boudère, dont tout le monde reconnaît que c'est son surnom, il est associé à 23 000 euros versés en plusieurs fois. On voit les comptes Boudère, 1 000, 3 000, 5 000, c'est pas des petites sommes. Et puis, jusque-là, ok, on voit Boudère avec des sommes. Et puis après, on voit Boudère, amende, 1 080 euros. Alors la PJ va voir un peu les comptes de son père qui était dans l'affaire. Qu'est-ce qu'on voit ? Paiement d'une amende trésor public, Boudère, 1 080 euros. On interroge le père, il dit oui, j'ai payé l'amende de mon fils qui m'a remboursé ensuite. Donc on fait le chemin. On dit Boudère, il s'est fait rembourser son amende par le trafic. Les 1 080 euros, il les a remboursés à son père parce que son père a payé son amende et l'amende, elle est bien au nom de... Et c'était bien... voilà, donc vous vous appelez bien Boudère et vous êtes bien dans le trafic. Donc il y avait des tas de choses comme ça. Il y en avait un autre, c'était intéressant, son surnom c'était Bali. Bali, on le voit, effectivement il était un peu étouffé. Les policiers, lors d'une surveillance, ils voulaient pas intervenir, on n'était pas bien placés, c'était trop tôt. Ils le voient décharger des gros sacs de sport bien lourds. Il se fait aider par des gamins de la cité. Il décharge une Seat qui par ailleurs appartient à un gars qui est également dans le trafic. Il décharge au sein de la cité de la Castellane des gros sacs de sport qui sont très lourds et qui rentrent dans des immeubles de la cité avec l'aide des gamins du quartier. Bon, on se dit, ça c'est une livraison de ce type, sauf qu'on peut rien prouver puisqu'on n'interpelle pas, on saisit pas. Bon, le gars, on l'interpelle, il dit non, pas du tout, je revenais de vacances, c'était des sacs de voyage, blablabla, qu'est-ce qu'on peut prouver ? Sauf que le jour où les policiers prennent la photo de ce Bali qui décharge des trucs, on voit dans la comptabilité du trafic Bali, 10 000 euros de points décharge. Donc c'est fabuleux. Donc là, on fait le lien directement. Pendant les semaines, les mois d'information judiciaire, la juge d'instruction accumule les preuves contre les membres supposés du réseau de la Tourca. Régulièrement, elle les reçoit ainsi dans son bureau pour les confronter aux nouveaux éléments à charge dont elle dispose. L'entretien d'un juge d'instruction avec un prévenu, c'est amusant parce que c'est un concentré de face à face. Parce qu'on va le recevoir 2 fois ou 3 fois 3 heures, dans une ambiance feutrée, d'accord ? Mais il y a seulement l'avocat, la greffière, et puis le juge et le prévenu. Et le prévenu, enfin le mis en examen, il sait que ça se passe entre deux. C'est un face-à-face direct. Et puis le juge d'instruction, il va pas parler de la pluie et du beau temps. On n'a pas le temps, on est pressé. On va parler directement des charges. Donc ils savent qu'on va rentrer directement dans l'art. Et là, c'est un bras de fer. Donc là, moi, je lance la grosse artillerie. Lui, il esquive ce qu'il peut. Alors, il y a 2 attitudes. Les malfaiteurs à l'ancienne, ils reconnaissent l'évidence. Ça flatte le juge. Et tout ce qui est un peu incertain, ils disent « Mais non, madame le juge, regardez, la preuve, là, j'ai dessus de bonne foi. Par contre, là, si je vous dis que c'est pas moi, c'est donc que c'est pas moi. » Puis les juges, ils sont ravis d'avoir un peu d'aveu. Donc, en général, c'est une très bonne stratégie. Et puis, vous avez, dans ce dossier, tout le monde qui conteste tout. Parce qu'au départ, c'était ça. Dans ce dossier, tout le monde chiquait tout. Alors moi, j'ai eu dans ces face-à-face, il y a des galeries de portraits. Donc il y a Nordina Chouri qui chique tout, mais qui a un ego qui le confond. Et puis, j'avais des nourrices qui, au début, me disaient « Mais non, je savais pas ce qu'il y avait dans ces conteneurs ou dans ces malles qui étaient fermés à clé. D'ailleurs, les délinquants étaient cagoulés. Moi, j'étais obligée. Oui, d'accord, j'avais une indemnisation de 2 000 euros. Mais bon, et chez la mère de famille, on trouve des vêtements de luxe, on trouve un écran de télé hyper coûteux, on trouve un canapé hyper coûteux. Bon, madame, c'est pas avec les allocations familiales que vous pouvez acheter tout ça. Et puis, en plus, c'était elle qui avait balancé par la fenêtre les valises de billets. Voilà. Mais pour revenir, donc, l'instruction, c'est intéressant parce que c'est vraiment un face-à-face. Fin 2013, justement, un face-à-face avec un membre du réseau
permet à la juge d'obtenir un témoignage clé sur l'organisation du trafic. C'était une vraie pipelette. Et alors lui, il contestait pas les faits. Il a contesté quand on a commencé à lui dire qu'en prison, puisque moi je l'ai mis en examen et je l'ai emprisonné, puisqu'il avait vraiment une part entière dans le trafic, qu'il ne contestait pas. Donc bon, il pensait qu'en fait, on savait tout sur tout, puisque les autres étaient emprisonnés. Et sur les écoutes, on l'avait d'ailleurs. Il savait qu'il allait aller en prison, il s'était préparé à aller en prison. Et nous, sachant qu'il savait qu'il allait en prison, ça valait quand même un peu présomption de culpabilité déjà. Donc moi, quand je l'aborde, je fais comme si c'était évident qu'il est complètement mouillé jusqu'au cou. C'est évident. Bon, monsieur, donc vous reconnaissez naturellement que vous étiez tel et tel, puisque j'avais eu le temps d'exploiter les écoutes, etc. Vous avez tel et tel. Et donc, moi, quand j'ai ce type-là en cabinet, tout le monde, je dis, bon, vous connaissez ce qui vous attend. Tout le monde a été, vous voyez, on a démantelé l'organisation, c'est tout. Alors, on a plusieurs chemins d'un point A à un point B, soit vous tergiversez, soit vous y allez direct. Donc le gars, il était marrant, il me dit, bah écoutez, j'y vais direct. Donc je reconnais, blam, 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 blam. Donc ça, c'était... Bon, il s'est penché pas sur les autres, mais il s'est bien expliqué sur l'organisation du trafic, qui était conforme aux écoutes, qui était conforme à la comptabilité. Mis bout à bout, toutes ces auditions, tous ces nouveaux éléments permettent ainsi de compléter le puzzle de l'enquête judiciaire sur le réseau de la Tourka. Une instruction menée tambour battant et sans véritable accroc. Vous savez très bien qu'un dossier peut s'enliser. Et à l'époque, j'ai eu cette chance, et maintenant c'est encore plus compliqué, que, si vous voulez, les avocats, globalement, ils ont été très loyaux. C'est-à-dire que j'ai pas eu, vous savez, le truc qu'on a actuellement, on commence par une requête en récusation, une QPC, bon ça c'est le truc c'est général à l'audience, une nullité, des demandes d'actes d'instruction dilatoires, des demandes de confrontation qui ne donnent rien du tout. Or ce dossier, très sincèrement, j'ai pu l'instruire en toute quiétude. C'était une époque où les avocats, à l'instruction, ils étaient observateurs, ils essayaient, en fait, ils ne s'opposaient pas à la manifestation de la vérité. Ils étaient partie prenante à la procédure. S'il y avait eu des choses qui objectivement servaient leurs clients, ils me l'auraient demandé, mais je n'ai eu aucune demande d'acte. Ce qui m'a permis de sortir ce dossier en moins de 2 ans. Et mon objectif, c'était d'aller vite. Pragmatique. On y va, on fonce. Et puis, le but, c'est qu'il soit jugé. Parce qu'en fait, c'est ça, si vous voulez. À l'instruction, vous rendrez un dossier, mais vous n'allez pas vous gargariser à faire un beau dossier d'instruction. Il faut qu'il soit serré, compact, qu'il arrive de façon efficace devant une juridiction qui n'aura pas de mal à condamner ou à relaxer, mais qui va se faire, vous lui donnez un maximum d'éléments et d'éléments clairs. En mai 2015, moins de 2 ans après le début de la formation judiciaire, Karine Sabourin parvient donc à boucler le dossier. Au total, 28 personnes sont renvoyées devant le tribunal correctionnel, soupçonnées d'être les principaux membres du plus grand supermarché de la drogue de la région marseillaise. Et quelques mois plus tard, en octobre 2015, s'ouvre alors le procès de la Tourka. Un premier grand procès sur le trafic de stupéfiants à Marseille, un procès de 3 semaines à découvrir dans la 4e saison de Cartel Nord. Cartel Nord est un podcast original La Provence. Retrouvez tous les autres podcasts sur laprovence.com.